Ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Les habitants de l'ex-quartier Colombie aux Deux Plateaux ont tout perdu dans l'incendie d'hier. Habitations et autres biens matériels partis en fumée. La nuit du destin, c'est ce soir. La communauté musulmane s'apprête à vivre d'intenses moments de prière et d'adoration. Cette nuit vaut à elle seule près de 1000 mois d'adoration. Et puis, journée de deuil national aux Pays-Bas, les premiers corps des Néerlandais retrouvés après le crash du MH17 sont attendus aujourd'hui même à Amsterdam. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Tristesse et désolation, je vous le disais en titre, hier au quartier Colombie, c'est aux Deux Plateaux. Le feu y a encore fait des dégâts 10 jours après donc l'incendie qui avait causé d'importants dégâts matériels et une perte en vie humaine dans ce quartier. Cette fois encore, les pertes sont énormes, une cinquantaine d'habitations parties en fumée. Franck Wadio. Samedi 12 juillet. Environ 500 habitations parties en fumée aux Oliviers, ex-quartier Colombie. Bilan, un mort. 10 jours plus tard, mardi 22 juillet, scène similaire, des sapeurs-pompiers venus encore éteindre un feu. À quelques mètres du premier site, un incendie emporte une cinquantaine d'habitations. Ces dames disent avoir tout perdu. Tout s'est brûlé, je n'ai rien eu. C'est ce qu'il y a moi comme habit. Le feu, qui selon la plupart des témoignages serait venu de l'une de ces maisons de fortune situées entre ses domiciles et magasins de briques. Un voisin aurait oublié de fermer la bouteille de gaz. Désiré vit dans l'une de ses baraques, il n'a pu sauver que ses pièces d'identité. On m'a appelé que ma maison a pris feu. J'ai couru pour venir, mais aiguille, je n'ai pas trouvé. Mais sincèrement, ce n'est pas nos fautes, on est dans baraque. En dur, on ne peut pas prendre en dur. Cochon que les gens demandent, c'est trop pour nous. Larmes et désolation et quelques tentatives pour sauver de maigres affaires. La jeunesse du quartier s'organise comme elle peut. Nous sommes aussi sur ce site pour enregistrer les sinistrés de l'incendie. Parce que la dernière fois, de l'autre côté de la maternité, il y a eu un même drame aussi. Les autorités sont venues nous demander les travaux à faire. Nous, on est parti prendre les habits, le matériel pour les sinistrés. Après, nous sommes arrivés, on voit encore la fumée qui s'élève de l'autre côté du quartier et on vient, voici tous ces dégâts qui se sont produits. 2 incendies en moins de 2 semaines et chaque fois causés par des gestes d'imprudence. Une réalité qui interpelle de plus en plus sur la précarité de l'habitat dans de nombreux quartiers du district d'Abidjan. Des nouvelles plus réluisantes des vivres et des non-vivres pour soutenir les musulmans, les détenus musulmans en ce mois de Ramadan. Le don de l'association des Nigériens sunnites musulmans et de l'ONG Vision Nouvelle ne pouvait pas mieux tomber. On le sait, en milieu carcéral, la vie n'est pas du tout aisée. Les détenus musulmans de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan ont reçu 2 tonnes de riz, plus de 200 litres d'huile et d'autres produits alimentaires. Un don de l'association des Nigériens musulmans sunnites de Côte d'Ivoire et de l'ONG Nouvelle Vision contre la pauvreté. Les bonnes actions ont de multiples mérites et qu'il faut aider aussi les démunis et les nécessités pour passer les bons mois de Ramadan. Je donne aujourd'hui avec les prisonniers de la Maka, donc c'est pour dire que dans les jours à venir seront décisifs et les jours à venir vont déterminer beaucoup de choses entre la communauté sunnite musulmane nigérienne et l'ONG Nouvelle Vision contre la pauvreté. Puisque nous avons des constructions de centres médicaux communautaires qui vont prendre au moins dans les villages, dans les régions pour aider les familles les plus faibles. Un geste qui n'a pas laissé les bénéficiaires indifférents. Nous disons merci d'abord à la communauté donatrice parce que les gens quand ils sont dehors, ils ont une autre manière de voir les prisonniers. Maintenant, si on a une communauté qui a compris dans le bon sens, qui a pensé aux frères détenus, et venir soulager un peu leurs peines, nous leur disons merci. L'ONG Nouvelle Vision contre la pauvreté et l'association des Nigériens musulmans sunnites de Côte d'Ivoire comptent mener d'autres actions pour soulager les populations démunies. C'était un commentaire de Ami Koulibaly. On reste dans le même registre. 26 jours après le début du jeûne musulman, les fidèles s'apprêtent à vivre un moment essentiel de ce mois de Ramadan, la nuit du destin, une nuit de prière et de dévotion qui vaut à elle seule
Plus de 1000 mois d'adoration. Il s'agit de cette nuit-là, vous le savez, où le Saint-Coran a été révélé au prophète Mahomet. Et donc, au lendemain de cette veillée de prière, le jeudi 27 juillet est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Tout autre chose à présent, consultation gratuite d'ophtalmologie à la pouponnière de Yopougon. C'est à l'initiative de l'ONG Le Bon Berger. La cible, les tout-petits. L'ONG a tout simplement décidé de leur éviter des problèmes de vue à l'avenir. Patricia Omodia. Même si la visite n'a rien d'obligatoire, elle est vivement conseillée. Car détectée avant 4 ans, la plupart des troubles visuels des enfants se résorbent à 100%. Il faut donc dépister la myopie, l'hypermétropie, la cataracte le plus tôt possible. On fait souvent les consultations des enfants pour mieux prévenir souvent la myopie, les mettre sur les traitements ou bien leur donner des verres correcteurs. Ici, à la pouponnière de Yopougon, le personnel et les petits pensionnaires se soumettent à l'examen clinique. C'est l'œuvre de l'ONG Le Bon Berger. L'organisation non gouvernementale initie une journée de consultation ophtalmologique gratuite. Occasion pour la structure de contribuer ainsi au bien-être des enfants défavorisés. Nous avons constaté que les enfants ont du mal à voir et quand on parle des verres pharmaceutiques, c'est quelque chose qui est coûteux. Et ces enfants n'ont pas des gens à pouvoir les aider à obtenir ces verres. Donc l'ONG Le Bon Berger a pris l'initiative de pouvoir organiser une campagne de consultation générale et nous lançons ça à compter d'aujourd'hui. Un acte apprécié par le personnel de la pouponnière. C'est un jour spécial parce qu'on va consulter tout le monde, et les enfants et le personnel. Vraiment, nous disons un grand merci à l'ONG qui a pensé à nous parce que quand ils viennent pour cette consultation, c'est une partie du travail du ministère qu'ils sont en train de faire. Donc on leur dit vraiment merci parce qu'ils nous aident. Cette campagne de consultation ophtalmologique gratuite concerne toutes les pouponnières du pays. Prochaine étape, la pouponnière de Dabou. Je vous conduis à présent hors de chez nous au Festival international du film de Durban. À l'affiche, 250 films, courts-métrages et autres documentaires. Thème retenu pour cette 35e édition, la liberté et la démocratie. Regardez. C'est un événement incontournable, le plus important du 7e art en Afrique du Sud, le Festival international du film de Durban. Pendant 10 jours, ce festival présente plus de 250 films, des courts-métrages, des documentaires. Cette 35e édition a voulu mettre l'accent sur les thèmes de la liberté et de la démocratie. Une liberté qui, pour les organisateurs, passe par rendre le cinéma plus accessible au plus grand nombre. Beaucoup de gens n'ont accès aux films qu'à travers leur téléphone ou leur télévision s'ils ont de la chance, mais en fait, ils sont très peu de gens à avoir accès au cinéma. Alors, nous amenons le cinéma à leur portée dans des lieux où il n'y a pas de salle. Nous avons aussi des projections dans des écoles défavorisées, et pour la plupart des spectateurs, c'est la première fois de leur vie qu'ils voient un film. Le festival a aménagé des salles de cinéma dans certains quartiers défavorisés, comme dans le township de Kwamashu, situé à une trentaine de kilomètres au nord de Durban. Ici sont projetés des films de fiction, mais aussi des documentaires parfois inédits. L'idée d'un festival du film, c'est le partage, c'est d'intéresser les gens, changer de mentalité, organiser des débats. C'est ce que nous sommes censés faire et c'est ce qui s'est passé. Pour la plupart des habitants du quartier, c'est la première fois qu'ils voient un film sur grand écran. La production sud-africaine, les jeunes n'en raffolent pas. Ils ont du mal à apprécier les messages qu'ils véhiculent, les thèmes récurrents comme l'apartheid. Ils lui préfèrent le cinéma américain. J'aime regarder les films d'Hollywood. Les films sud-africains sont ennuyeux, ils m'ennuient. Ils montrent des choses anciennes. J'aime les films sud-africains parce que la plupart me renseignent sur l'histoire de l'Afrique du Sud. Et j'adore les films américains parce qu'ils vous changent les idées. Même si le cinéma hollywoodien est présent à 90% dans les salles sud-africaines, la production locale progresse, l'industrie du cinéma ne cesse de se développer. Elle emploie aujourd'hui 25 000 personnes contre 4 000 en 1995.
L'heure est au recueillement. Aux Pays-Bas, une journée de deuil national en mémoire des victimes néerlandaises de la destruction du MH17 malaisien en Ukraine. 193 sur les 298 annoncés. Les dépouilles devraient être rapatriées aujourd'hui même sur Amsterdam pour être ensuite examinées par des médecins légistes. Sur le terrain, les enquêtes piétinent. Notons toutefois que les séparatistes pro-russes ont finalement accepté de remettre les boîtes noires aux autorités malaisiennes. Il aura fallu attendre 4 jours avant que les séparatistes pro-russes se décident à remettre les boîtes noires aux autorités malaisiennes. Enfin, dans la nuit du 21 juillet, un accord est signé. Les boîtes noires ont été rendues à leurs propriétaires. Nous venons de signer un protocole. Les autorités malaisiennes remettront les boîtes à l'Organisation internationale de l'aviation civile. Ces mêmes rebelles annoncent un cessez-le-feu pour permettre aux enquêteurs d'accéder au lieu de la catastrophe. Les wagons réfrigérés sont arrivés en zone loyaliste. À l'intérieur, les corps des victimes du vol Malaysia Airlines. 31 experts sont délégués. Dès la semaine prochaine, les autopsies vont pouvoir commencer aux Pays-Bas. Un travail qui pourrait durer des mois. Des mois, l'attente est trop longue pour les familles des victimes. En Malaisie, devant l'ambassade russe, ces citoyens n'ont pas l'intention de se contenter d'un accord orchestré par les séparatistes. Le retour des restes, la restitution des 2 boîtes noires, ce n'est pas assez. Nous voulons que justice soit faite. Qui sont les vrais responsables? Qui sont les criminels, les coupables? Qui a tiré sur l'avion de la Malaysia Airlines? De l'autre côté de la planète, aux Pays-Bas, une marche pacifiste est organisée en hommage aux victimes. Sur les 298 disparus, on compte 193 Néerlandais. Les premières dépouilles arriveront mercredi à Amsterdam. Suspension des liaisons aériennes en direction de Tel Aviv. 80 vols de compagnies aériennes ont été annulés pour des raisons de sécurité au 16e jour de l'offensive israélienne sur la bande de Gaza. Les bombes continuent de résonner. Le Hamas enregistre plus de 644 morts contre 31 en Israël. Mardi matin, 15e jour de l'offensive israélienne baptisée bordure protectrice contre la bande de Gaza. Pilonnage et tirs d'artillerie continuaient de dévaster la population et les habitations du territoire autonome palestinien administré par le Hamas. Une preuve par le terrain que Benyamin Netanyahou n'est pas plus prêt à écouter l'appel des Nations Unies à un cessez-le-feu que celui de Barack Obama. Même s'il a réaffirmé le droit d'Israël à se défendre contre les tirs de roquettes, le président américain s'est dit désormais soucieux avant tout pour la vie des civils. Nous avons de sérieuses inquiétudes sur le nombre croissant de civils palestiniens tués et des pertes en vie israéliennes. Et c'est pourquoi maintenant nous nous concentrons et la communauté internationale se concentre sur un cessez-le-feu qui mettrait fin au combat et à la mort de civils innocents. Pour cela, il a dépêché au Caire son chef de la diplomatie, John Kerry, qui doit également se rendre à Jérusalem pour négocier un cessez-le-feu sur la base de celui agréé en novembre 2012, déjà pour Gaza, par Israël et le Hamas. Avec la perte de 27 soldats à ce jour, c'est-à-dire plus que lors de l'opération Plomb durci en décembre 2008, et la poursuite des tirs de roquettes contre Ashkelon ou Tel Aviv, le Premier ministre israélien continue, lui, de justifier sa stratégie de dévastation. Ils cachent des roquettes dans les hôpitaux, ils cachent des armes dans les hôpitaux, ils tirent depuis les hôpitaux, alors ils s'en fichent. Je veux dire qu'ils transgressent toutes les règles du jeu, tous les codes, et commettent un triple crime de guerre, en ciblant des civils, se cachant derrière des civils et en entassant les civils dans des endroits en ligne de mire. En conséquence, l'hôpital Al-Aqsa au centre de Gaza a été la cible d'un bombardement israélien, comme le montre ce document amateur posté sur les réseaux sociaux. Il a fait 4 morts et des dizaines de blessés, selon le ministre palestinien de la Santé. Voilà, pour donc tenter de trouver une issue à cette crise, John Kerry et Ban Ki-moon sont en ce moment même à Jérusalem. Et puis en Indonésie, l'opposition jette l'éponge tout simplement avant même la proclamation des résultats de la présidentielle.
Coup de théâtre en Indonésie, sans attendre les résultats de la présidentielle, l'ex-général Prabowo Subianto jette l'éponge. Il a annoncé mardi son retrait après avoir accusé le camp de son rival de fraude massive, structurée et systématique. C'est donc le gouverneur de Jakarta, le réformateur Joko Widodo, qui l'emporte avec 53% des voix, à l'issue d'une lutte acharnée avec l'ex-général controversé de l'ère du dictateur Suharto. Joko Widodo sera le premier président du plus grand pays musulman du monde, issu d'un milieu modeste et sans lien avec l'ancien régime. Voilà, c'est tout pour cette mi-journée. Merci de nous avoir suivis.